Comment déposer un brevet en Israël ou à l'étranger? Pour en parler, nous avons une spécialiste. Elle s'appelle Myriam Schnour, elle est conseillère en propriété intellectuelle. Donc si vous avez l'intention de déposer un brevet à haute technologie, restez avec nous. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Myriam Schnour, bonjour. Bonjour Cathy. On est ravis de vous accueillir. Vous travaillez en tant que mandataire pour le dépôt de brevets en Israël au sein du cabinet Reynolds Cohen à Tel Aviv. Voilà, un cabinet qui existe depuis 1914. Voilà, ça fait longtemps. On a fêté 85 ans. Exactement. Donc, on voudrait savoir comment on dépose un brevet. Est-ce qu'il y a des règles à respecter? J'imagine que oui. Quelles sont-elles? Alors oui, pour déposer un brevet, d'abord ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a deux paramètres de temps qui sont très importants. La personne qui dépose le brevet en premier, c'est celle qui a les droits. Si vous déposez un brevet 2 jours après moi sur la même invention, c'est moi qui aurai les droits. Il faut une invention particulière. Hein. Il faut une invention particulière. On rappelle les principes de base pour déposer un brevet. Qu'est-ce qui est protégeable en fait? Il faut avoir une nouvelle idée qui est applicable à un produit industriel qu'on veut commercialiser. Tout simplement. Ok. Donc voilà, l'invention pour obtenir un brevet doit correspondre à 3 critères. Elle doit être nouvelle. Donc, est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Elle doit avoir une application industrielle. Est-ce qu'elle peut être commercialisée? Est-ce que c'est un produit sur lequel on pourra voir quelles sont les propriétés du produit? Et le troisième critère, qui est le critère le plus difficile à obtenir, c'est le critère de l'inventif. Il faut que l'invention soit inventive. Inventive est définie par la loi par est-ce qu'un autre homme du métier aurait pu penser à la même idée. C'est une question qui est très subjective. Qu'est-ce que c'est qu'un homme du métier? Ça fait partie donc en fait de notre travail, du travail du professionnel, à pouvoir conseiller et la personne qui va vous voir pour déposer le brevet. Exactement. Alors, est-ce que justement cette personne qui vient vous voir pour déposer un brevet, est-ce qu'il est important qu'elle soit face à un mandataire agréé par le ministère de la Justice? Oui, alors bien sûr, si on veut déposer un brevet, d'abord le brevet, pour être déposé, il doit être signé. Il doit être signé par un mandataire de brevet. Mais à part ça, l'écriture du brevet est une écriture qui demande une écriture professionnelle. Alors, on a souvent, en fait, quand une personne a une idée, elle a souvent pas les fonds qui vont avec. Donc, en fait, on a donné la possibilité aux États-Unis, aux inventeurs, mais qui est possible aussi pour des inventeurs qui habitent en Israël, d'écrire eux-mêmes sur un bout de papier leur invention et de l'envoyer de le déposer aux États-Unis, ce qui s'appelle un provisional, un brevet provisoire. Ça dure 1 an et ça garde une partie des droits. Bien sûr, ça ne correspond pas du tout aux droits que le professionnel peut vous donner. Mais c'est une possibilité qui existe. Bien sûr. Alors ça, c'est important de le dire. Maintenant, est-ce qu'il faut forcément déposer l'invention dans le pays où on l'a inventée? Alors, en Israël, si on touche à tous les domaines de la sécurité militaire, on est obligé par la loi, sinon c'est pénal, de déposer d'abord en Israël pour pouvoir en fait donner la possibilité au ministère de la Sécurité de voir de mettre son veto son veto et de censurer l'invention. Il ne faut pas oublier que l'invention et que le brevet par principe, encore une fois, on donne des droits à certains monopoles sur une invention, mais l'invention est publiée. L'État d'Israël n'est pas toujours intéressé à ce que n'importe quelle invention qui concerne la sécurité de l'État soit publiée de partout dans le monde. Bon, aux États-Unis, c'est pareil? Aux États-Unis, c'est pareil. Pour les citoyens américains, tout ce qui concerne la sécurité doit être déposé d'abord aux États-Unis et ensuite, ils obtiennent une autorisation. En Israël, on a vraiment une autorisation de pouvoir déposer dans le monde. En France, c'est plus compliqué. La loi dit que toute invention qui a été inventée sur le territoire français doit être déposée d'abord en France. Ah, un peu de protectionnisme. Voilà, exactement. Alors, un brevet pour le premier dépôt, ça coûte combien?
Alors, encore une fois, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de l'écriture, le brevet lui-même, qui est en général écrit par un professionnel. Alors, ça peut coûter, ça dépend encore une fois beaucoup de l'écriture, beaucoup de à quel point l'invention est compliquée, à quel point au niveau technologique, ça demande une expertise. Et surtout, en fait, on définit en fait le tarif du brevet. Surtout, qu'est-ce qui existe et à quel point je vais avoir du mal. C'est une innovation. C'est ça. Je vais avoir du mal à copier. Pas uniquement à copier, à défendre mon brevet face aux autorités. Plus j'ai en fait des publications qui sont très très proches de mon invention, plus je vais avoir du mal. Plus il faut que j'arrive à raconter mon histoire et à écrire mon brevet de façon convaincante pour en fait réussir à convaincre les examinateurs des autres pays qu'il y a une invention. Donc des fois, on passe... Alors, il faut bien préciser, parce que peut-être que pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu abscon, mais c'est que lorsqu'on dépose un brevet dans un pays, pour le faire valoir, on va dire, ailleurs, à l'étranger, eh bien, chaque pays examine s'il n'existe pas un brevet similaire. C'est exactement. Voilà. Et en fait, il faut différencier l'idée avec laquelle le client vient et l'invention. L'idée et l'invention, ce n'est pas la même chose. L'invention, c'est qu'est-ce qui est vraiment inventif. Dans une idée, il va avoir plein d'éléments qui ne sont pas inventifs. Et donc, nous prenons beaucoup de temps à en faire définir quelle est l'invention et qui dépasse vraiment l'idée et qui va surtout réussir à durer 20 ans. Parce que... Alors, comme vous nous avez expliqué tout à l'heure que la date du premier dépôt était très importante pour pouvoir protéger, on va dire, son invention dans d'autres pays, ou dans le maximum de pays possible, il y a eu un petit aménagement de la loi pour permettre à des inventeurs pas très argentés, on va dire, ou des inventeurs non pas du dimanche, mais disons qui ne font pas partie d'une multinationale, qui n'ont pas accès, on va dire, à un marché énorme, pour les aider en fait et pour les garantir de pouvoir faire valoir leurs droits dans d'autres pays. Il y a une prorogation du délai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a plus de temps, je crois, pour pouvoir déposer son brevet dans d'autres pays, parce que ça coûte de l'argent évidemment. C'est ça. Donc on va reprendre en fait le dépôt. Le dépôt, donc quand il est écrit par un professionnel, ça peut coûter entre 15 000 et 30 000 shekels, on va dire à peu près. Les taxes au début, c'est pas grand-chose. En Israël, c'est 2 000 shekels. Ce qu'on a dit un provisional, c'est quelques centaines de dollars. C'est la première année, c'est à peu près 30 000 shekels, 35 000 shekels. On dépose le brevet pendant un an. Au bout de cette année, qu'est-ce qui se passe ? On a nos droits. Alors ces droits, ils sont des droits, encore une fois, internationaux. La première année, on est protégé de façon théorique dans le monde entier. Sympa. Au bout de la première année, il faut qu'on décide dans quel pays nous allons être protégés. Encore une fois, c'est territorial. Dans les pays dans lesquels je n'ai pas déposé mon brevet, je n'ai pas le droit à être protégé. D'accord, donc ça veut dire que dans le pays où il n'y a pas de brevet, X ou Y peut inventer exactement la même invention et on n'aura aucune royalties dessus, elle en bénéficiera à 100%. Exactement. Et en toute légalité. En toute légalité. Elle peut commercialiser le produit de mon invention sans devoir me donner quoi que ce soit. Parce que je n'ai pas payé pour le faire protéger dans cet état. Exactement. Donc en fait, je n'ai pas recours, je ne peux pas aller voir un avocat en lui disant on doit faire une procédure parce qu'en fait, je n'existe pas dans ce pays. Alors, qu'est-ce qui se passe au bout d'un an, on a donc la possibilité de déposer de partout dans le monde. En gardant nos droits de la première année. Ça veut dire que maintenant, les brevets, encore une fois, les dates sont très très importantes. 1 an, jour pour jour. Si c'est 1 an et 1 jour ou 1 an et 2 jours, les droits sont finis. D'accord. Donc, on peut à ce moment-là développer. Maintenant, les grosses sociétés qui savent exactement dans quel pays ils commercialisent leurs produits, en général, savent. À la fin de la première année, savent si c'est une invention qui a un vrai potentiel commercial. Ils déposent à ce moment-là dans les pays de leur choix en gardant leur première date. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'inventeurs ou de beaucoup de sociétés qui ne savent pas encore parce qu'en fait, souvent, ils viennent déposer l'idée avant que le produit soit vraiment commercialisé et 1 an après, souvent, le produit est encore au stade prototype. Donc, on a la possibilité de déposer ce qu'on appelle un PCT, qui est un brevet Patent
Cooperation Treaty, qui est en fait une convention qui a été signée entre pratiquement tous les pays du monde, qui permet d'allonger ce délai, de donner une phase internationale au brevet, qui permet d'allonger ce délai de 1 an et demi, qui donne en fait 2 ans et demi depuis le dépôt du premier brevet, la date du premier pour décider à quel moment on rentre en phase nationale. Encore une fois, le coût du brevet est multiplié par le nombre de pays. Donc, mais alors, je vous arrête juste pour qu'on comprenne, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de données et beaucoup d'informations. Alors, pendant ces 30 mois, on ne paye pas encore dans chaque pays où on veut déposer. On est encore en phase où on essaye de lever de l'argent, de voir combien on va pouvoir vendre notre produit, combien il intéresse le marché international. Exactement. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Voilà. Et donc, pendant 30 mois, on reste à la somme qu'on a payée pour le premier dépôt. Ou ça augmente. Pour pouvoir déposer un PCT, ça coûte à peu près 20 000 shekels. Ça dépend des pays. C'est l'argent du premier dépôt plus les 20 000 shekels du Exactement. En général, PCT. je dis aux inventeurs qui arrivent, il faut que vous prévoyez entre 50 et 60 000 shekels parce qu'il y a eu souvent des développements à la fin de la première année et on veut rajouter du texte, on veut expliquer en quoi le produit a été amélioré, a évolué. Donc s'il y a encore un peu de travail d'écriture. Mais en gros, je leur dis, mettez un budget entre 50 et 60 000 shekels, vous êtes couvert internationalement. Voilà. Et ça nous permet, après ces 30 mois, de choisir si oui ou non on dépose dans le monde entier, si on dépose en Chine, en Amérique et je sais pas moi au Brésil, ou si on dépose seulement en France, par exemple. Exactement. Voilà. Et après ces 30 mois, qu'est-ce qui se passe ? Alors, une fois que j'ai choisi les différents pays dans lesquels... Donc là, on paye une somme en fonction de chaque pays, exactement. Évidemment. Chaque pays a ses taxes... Ça peut aller chercher loin. Exactement. C'est pour ça que ça coûte très cher. Exactement. Chaque pays demande des taxes différentes. Chacun marche avec un mode juridique complètement différent. Donc, une fois qu'on a déposé dans chaque pays... ça peut prendre entre 2 ans et on va dire 15 ans avant que le brevet soit examiné. On peut demander à ce que le brevet soit examiné plus rapidement, en payant ou en ne payant pas, ça dépend des différents pays. Mais donc la marche à suivre est qu'on va recevoir de l'état dans lequel on a déposé, donc une recherche officielle qui est faite par un examinateur officiel, du pays concerné pour voir s'il n'y a pas une... Qui va nous dire, en fait, en général, toujours, le rapport de recherche dit « J'ai trouvé tel et tel et tel et tel document qui ont été publiés avant votre date de dépôt ». C'est pour ça que la date de dépôt est très importante, parce que des fois, ça se joue à quelques jours près et on se dit « Oh là là, si j'avais déposé une semaine avant, eh ben, ce document n'aurait pas été... un document problématique. Alors, en fait, l'État où on dépose fait une recherche pour voir s'il n'y a pas d'autres brevets similaires et pour vous accorder, on va dire, la paternité de ce brevet. Exactement. Donc, 95% des cas, il ne faut pas avoir peur. Le rapport de recherche est négatif. Si le rapport de recherche n'est pas négatif, c'est que j'ai mal fait mon travail parce que je n'ai pas poussé les limites du monopole assez loin, parce que en fait, les limites du monopole n'est pas définie uniquement par l'idée, mais par ce qui existe. Bien sûr. Donc en fait, si j'obtiens un rapport de recherche en me disant mais non, votre invention est nouvelle, je me dis j'aurais pu tirer les limites un peu plus loin. Alors justement, qu'est-ce qui se passe si on vous dit non, il y a déjà quelque chose qui existe. C'est ça. Alors, c'est là que vous rentrez en ligne de compte, que le conseiller en propriété intellectuelle. Après donc le travail d'écriture, notre deuxième travail, c'est en effet le travail de négociation. La bagarre. Face aux différents États. Alors, encore une fois, il y a le premier critère qui est le critère de nouveauté. Ça existe pas. En général, on est assez d'accord dessus. Je lui dis, mon invention, j'ai tel et tel critère dans la publication que tu m'as donnée. Il ne parle pas de ça, il dit toujours... Oui, il vous donne quand même des éléments concrets. Ça veut dire, on vous dit, voilà, là, il y a un article qui a été publié par telle université, Exactement. On me donne l'article, on est obligé de me donner la publication. Et donc je regarde ma revendication. Alors, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on corrige nos revendications. Des fois, souvent, en fait, on est obligé de réduire le champ du brevet, on va dire. Exactement. D'application du brevet. Moi, je parle de telle molécule et dans la publication que vous m'avez donnée, il ne parle uniquement d'une autre molécule. C'est très technique. Molécule, elle est... Ah oui, c'est très, très technique. Très technique. Et c'est ça qui me permet d'arriver à l'invention. Donc ça, c'est nouveau, pas nouveau.
Industriel, donc en général on y est toujours. Et inventif, il faut que je raconte une histoire, il faut que je raconte souvent quel problème j'ai réussi à résoudre. Et même si les autres publications parlent de solutions similaires, pourquoi est-ce que ces solutions similaires ne sont pas assez performantes. Voilà. Exactement. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est lorsqu'on dépose un brevet, même si on se voit retourner une fin de non-recevoir en disant que oui, cette invention est peut-être intéressante, mais elle existe déjà en Italie, en Espagne, peu importe, vous intervenez en disant « Ok, cette invention existe, mais la nôtre, elle est un peu plus comme ça, un peu moins comme ça. Donc, dans ce cadre-là exclusivement, ce sera nous qui aurons la paternité du brevet. Ce sera nous qui encaisserons les royalties en cas de vente. » Exactement. Donc ça, c'est quand même un travail vachement important. Et il ne faut pas se décourager quand on dépose un brevet et qu'on nous dit « Non, ça ne marche pas. » Il faut aller voir un peu plus loin. C'est ça. Et donc, ces étapes-là, souvent, effrayent un peu les inventeurs et les sociétés parce que ce sont des étapes et des fois, il peut avoir... Les négociations peuvent durer très longtemps. 6, 7, 8 fois. Ça peut aller ce qu'on appelle des ping-pong. On reçoit une réponse, on représente des arguments. Voilà. Et donc, une petite chose encore. En France, il n'y a que la demande de nouveauté. La demande d'invention, en fait, elle existe uniquement s'il y a une troisième personne qui veut faire tomber le brevet. S'il y a quelqu'un qui dit « mais ce brevet, il n'a pas lieu d'être », il faut qu'il vienne prouver qu'il ne correspond pas aux critères d'invention. Donc, c'est plus facile de déposer en France. Maintenant, en Israël, nos clients israéliens, en général, on dépose en fait des dossiers européens. Une fois qu'on a obtenu des dossiers européens qui sont donc centralisés et qui demandent la nouveauté ça vaut mieux de faire... Après, en fait, ils sont automatiquement validés dans les pays d'Europe qu'on décide, en Italie, en Allemagne, sans devoir refaire un examen. Qu'est-ce qui se passe une fois, on va dire, que notre brevet est accepté, qu'on l'a déposé, etc. Est-ce qu'on doit payer tous les ans pour le renouvellement de ce brevet dans les États où il a été déposé ? Oui, ça fait partie des règles du jeu. Okay. Alors, en Israël aussi ? En Israël aussi. D'accord. Bien sûr, les taxes sont pas les mêmes en Israël, en Europe, aux États-Unis. Mais il faut payer chaque année. Chaque pays avec. Alors ça dépend. En Europe, c'est tous les ans entre la 3e année et la 20e année, et ça ne fait qu'augmenter. D'accord. Et pour chaque pays, ou on paye juste pour chaque pays. On ne paye pas l'union. Je vais juste vous expliquer ce qu'il y a derrière. Ouais. La logique qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, on ne peut pas donner à des gens un monopole pendant 20 ans d'une invention dans laquelle ils n'ont pas de produit. Ils vont garder un monopole, ils vont empêcher en fait d'autres produits de pouvoir être mis sur le marché, alors qu'en fait eux-mêmes n'utilisent pas leur invention. Donc on veut leur dire, est-ce que vous êtes sûr, chaque année, réfléchissez, est-ce que ce brevet que vous avez obtenu, est-ce que c'est droit, est-ce que vous ne voulez pas le laisser dans le domaine public ou le vendre à quelqu'un ? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez besoin encore de protéger vos droits ? Si vous avez besoin de protéger vos droits, ça veut dire que vous avez un produit sur le marché que vous devez encore protéger. Donc en fait, c'est pour pas qu'il y ait trop de brevets sur le marché d'exclusivité qui ne servent à rien. D'accord. Exactement. Bon, je crois qu'on en sait un peu plus sur le monde des brevets, comment on dépose un brevet. En tout cas, je pense que ça a été clair. On se retrouvera sûrement dans une prochaine émission. On parlera encore d'autres thèmes qui vont passionner les inventeurs. Merci. De rien. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.